Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence du réseau Énergie qui est organisée en partenariat avec la Banque des Territoires et qui est dédiée à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Donc cette webconférence, elle fait partie d'un cycle qui est composé de 4 webconférences qui se sont tenues tout au long de l'année 2020 et dont Sébastien reviendra dessus juste après. Donc aujourd'hui, il s'agit de la 4e et dernière webconférence de ce cycle et elle portera sur la mise en œuvre du plan d'action de rénovation énergétique des bâtiments. Donc les intervenants de ce jour vont partager leur retour d'expérience, expliquer aussi en détail comment ils ont procédé pour engager la rénovation de tout ou partie de leur patrimoine. Et donc, qu'il s'agisse d'une école ou de plusieurs bâtiments, vous verrez que les enjeux et les problématiques sont bien souvent comparables. Donc cette session, vous l'aurez compris, elle aura pour but de mettre en œuvre un plan d'action de rénovation énergétique de vos bâtiments publics et d'engager en fait tout simplement la rénovation de vos bâtiments publics. Donc pour cette dernière webconférence, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Sébastien Ilouz, qui est responsable d'investissement efficacité énergétique des bâtiments à la Caisse des dépôts, Philippe Truchy, qui est directeur général au sein de la SPL Auxerre, Monsieur Philippe Roland, qui est responsable du pôle Saten au sein du Ciel 42, Madame Leslie Desfossés, qui est économe de flux au Muséum national d'histoire naturelle, Monsieur François Lachaud, qui lui est directeur de la direction construction et patrimoine bâti à la ville d'Annecy, et Monsieur Éric Martin, qui est maire à la mairie de Pouilly-les-Nonains. Donc bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. Et alors, juste avant de leur céder la parole, juste avant de leur céder la parole, je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie de rebondir sur ce qui va être dit ce matin, ou tout simplement de partager votre expérience, sachez que vous avez un module de dialogue sur Vimeo qui va se situer sur la droite et qui va vous permettre d'échanger avec nous tout au long de cette webconférence. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. On marquera des temps de pause pour répondre à vos questions. Donc voilà, je ne vais pas en dire davantage et je vais laisser Sébastien poursuivre cette introduction. Et bien évidemment, je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Merci Alicia. Bonjour à tous. Alors, je vais passer en mode présentation. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve effectivement pour cette 4e webconférence d'un cycle complet de conférences dédiées à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Voilà, donc je suis Sébastien Ilouz, je suis responsable d'investissement au sein du département transition énergétique et écologique de la Banque des Territoires. Donc voilà, petite, je dirais, présentation panoramique. Certains ont l'habitude maintenant sur le tertiaire public. Voilà, le tertiaire public, c'est 350 millions de mètres carrés. On va retrouver différents blocs d'importance différente. On aura tout d'abord le bloc communal le plus important qui va représenter à peu près 150 millions de mètres carrés, qui va se répartir en bâtiments administratifs, écoles, équipements sportifs, maisons de retraite. On aura un bloc départemental, principalement composé de collèges, mais aussi bâtiments administratifs et sociaux, les régions, bien évidemment, avec les lycées. Donc, on arrive au total sur l'ensemble du bloc des collectivités territoriales à peu près 250 millions de mètres carrés. Et on a ensuite un bloc d'environ 100 millions de mètres carrés pour le patrimoine de l'État. Notez que sur l'ensemble de ces surfaces, on a à peu près 50% de bâtiments consacrés à l'enseignement. Donc ce sont des bâtiments qu'on va rencontrer quand même très fréquemment. On aura l'occasion d'y revenir, notamment dans les exemples qu'on va vous présenter. Voilà, le sujet des années à venir, bien évidemment, vous le connaissez, c'est le décret tertiaire relatif à l'obligation de rénovation des bâtiments tertiaires, donc aussi des bâtiments publics de plus de 1000 m². Donc les grands chiffres, eh bien, c'est une réduction de moins 40% de consommation d'énergie finale, donc l'énergie que vous avez sur vos factures énergétiques, à horizon 2030. C'est la première étape. Deuxième étape, c'est une réduction de moins 50% des consommations à horizon 2040. Et la troisième étape aura été de réduire de moins 60% au global l'ensemble des consommations de ces bâtiments à horizon 2050. Une première date à retenir, un premier jalon, c'est
de saisir l'ensemble des informations bâtimentaires, donc les caractéristiques de vos bâtiments et les consommations énergétiques, d'ici le 30 septembre 2021 sur la plateforme dédiée au sujet, la plateforme Opéra. La Banque des Territoires vous accompagne dans le cadre de ce grand plan de rénovation, avec une action qui est d'ailleurs renforcée à l'occasion du plan de relance. J'en ai parlé précédemment lors de webconférence numéro 3. Donc on a notre enveloppe de 2 milliards d'euros de prêts. Donc ce sont des prêts dits Ambre dédiés à la rénovation énergétique très importante, rénovation lourde essentiellement. On a aussi une palette d'outils dits Intracting qui va permettre de rénover de manière plus légère, mais dans une logique de cercle vertueux, en permettant aux économies de financer les investissements de demain. Et puis, on aura aussi un produit dédié au contrat de performance énergétique, un contrat de performance énergétique dont on va d'ailleurs assez largement parler aujourd'hui. Donc le parcours, je dirais, même si on est sur un parcours là tout à fait théorique de la collectivité pour agir sur son patrimoine, c'est d'abord se poser les questions à l'échelle globale de son patrimoine, son schéma directeur énergie immobilier, poser un diagnostic stratégique pour permettre d'identifier les actions à faire sur l'ensemble du patrimoine, les audits qui vont permettre de décliner plus finement les actions, et puis décider des modalités juridiques et financières, quel choix de montage est-ce que je vais prendre pour pouvoir adresser telle ou telle opération qui vont déboucher sur des rénovations lourdes, légères ou différents modes d'action. Pour ça, la Banque des Territoires accompagne les collectivités dans le travail d'identification des projets. Alors, sur la partie ingénierie, n'oublions pas, j'en ai parlé aussi précédemment, le programme ACTE qui vise à subventionner et à accompagner les collectivités dans leur travail de financement des audits énergétiques notamment. La Banque des Territoires peut intervenir en complément si nécessaire et interviendra au moment du choix juridique et financier, quel est le meilleur mode de portage. Et enfin, bien évidemment, dans la logique de financement des projets pour apporter les financements adéquats à la rénovation, à la réalisation de chaque opération de rénovation. La gestion patrimoniale, les enjeux et la méthode, même s'il n'y en a pas qu'une. Ce qu'on peut un petit peu dresser comme sujet sur les enjeux, c'est d'assurer avant tout une gestion de long terme du patrimoine. On est sur un acte qui doit s'inscrire sur le long terme et c'est donc important de prendre le temps de poser cette stratégie. Cette stratégie doit prendre en compte un certain nombre de contraintes techniques, pas que énergétiques, des sujets de mise en conformité, d'entretien. Bien évidemment, on en a parlé, le sujet du décret tertiaire relatif à l'obligation de rénovation des bâtiments, mais aussi des objectifs de fonctionnalité ou de performance que vous vous serez fixés en fonction des besoins de vos collectivités. C'est aussi important dans ce cadre-là de mobiliser les élus en les éclairant sur l'ensemble des dimensions du projet, bien évidemment les dimensions environnementales, des dimensions économiques. On parle beaucoup dans le cadre du plan de relance de l'intérêt que les rénovations énergétiques peuvent avoir sur le triple sujet, à la fois réduire les charges énergétiques, à la fois améliorer le confort, la qualité d'usage et réduire l'impact environnemental de ces bâtiments, et puis contribuer à la résilience économique des territoires en continuant à alimenter les artisans, les entreprises de toute taille en travaux. Et puis enfin, c'est décloisonner les services dans leur coopération. Voilà. Le sujet de la rénovation des bâtiments, c'est un sujet qui est relativement transversal, qui va impacter un certain nombre de services, à la fois les directions techniques, les directions du patrimoine, les directions financières, les directions de l'éducation lorsque ça concerne les écoles. Et donc, c'est important de créer ce collectif autour de ce projet de manière à avoir un projet le plus complet et le plus pertinent possible. La méthode sur ces 4 étapes que je vais vous citer, pour connaître et mesurer, donc pouvoir identifier son patrimoine, se poser des questions sur qu'est-ce qu'on doit recenser, comment collecter les informations. La deuxième étape qui consiste à évaluer ce potentiel et donc à décider de ce qu'on va faire à une échelle globale du patrimoine, c'est comment est-ce qu'on va choisir les différents scénarios, que chiffrer. La planification stratégique est extrêmement importante, c'est qu'une fois qu'on a décidé ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va le décliner temporellement.
qu'est-ce qu'on va prendre en compte comme budget, et comment surtout est-ce qu'on va mettre à jour cette stratégie patrimoniale, parce que bien évidemment, entre ce qu'on aura décidé en théorie et ce qui sera passé d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, il sera bien évidemment nécessaire de pouvoir actualiser cette stratégie. Et enfin, agir sur son patrimoine, qui va être l'objet justement de cette conférence qui nous réunit aujourd'hui. Eh bien, sur quoi agir? Quels sont les modes opératoires qu'on va choisir? Quelles sont les modalités de contrôle et quels sont les process qu'on va mettre en place de manière à pouvoir bien suivre cette opération de rénovation? C'est ce qu'on pourra voir aujourd'hui. Donc voilà les 4 étapes que je vous ai énoncées. Sur chacune de ces étapes, vous avez une webconférence dédiée. Vous pouvez bien évidemment les consulter à nouveau, elles sont en ligne. Et nous allons voir aujourd'hui donc la 4e étape, l'ultime étape de mise en œuvre des actions concrètes pour la rénovation des bâtiments. Pour ça, 3 expériences vous sont proposées. On verra en premier lieu l'accompagnement d'un projet de la ville de Pouilly-les-Nonains qui s'est fait avec le syndicat d'énergie de la Loire. Donc nous aurons le témoignage d'Éric Martin, monsieur le maire de Pouilly-les-Nonains, ainsi que Philippe Roland, le responsable du pôle Saten du Ciel 42. On aura aussi une opération d'intracting avec le Muséum d'histoire naturelle. Ce sera Leslie Desfossés, économe de flux au muséum, qui nous présentera cette expérience. Et enfin, on aura un contrat de performance énergétique avec le groupe scolaire du CEP à Annecy, qui s'est réalisé avec la SPL OSE, et ce sera François Lachaud, le directeur construction et patrimoine de la ville d'Annecy, ainsi que Philippe Truchy, le directeur général de la SPL OSE, qui va pouvoir vous présenter tout ça. Donc je vous invite à partager vos questions à l'issue des différents témoignages, de manière à ce que chacun de ces modes opératoires très différents puisse faire partie de vos solutions de demain. Je vous remercie. Donc je vais pouvoir passer la parole à Éric Martin et Philippe Roland et essayer de switcher. Voilà. Alors, tout est bon, monsieur Roland, c'est à vous la parole. Très bien, donc vous m'entendez? Parfaitement. Très bien, donc je me présente, moi, je suis Philippe Roland, donc au syndicat intercommunal d'énergie de la Loire. Nous sommes donc assistants, maîtrise d'ouvrage pour les collectivités. Et sur ce projet-là, nous avons une mission d'accompagnement d'AMO énergétique sur la réhabilitation du groupe scolaire de Pouilly-les-Nonains. Donc, Monsieur Martin, qui est maire de Pouilly, va commencer avec une présentation, on va dire, plus côté élu et côté collectivité. Vous m'entendez? Oui, oui, allez-y, monsieur Martin. Oui, ben, bonjour à tous. Donc, je suis le nouveau maire de Pouilly-les-Nonains, puisque lorsqu'on a fait ce CPE, j'étais premier adjoint et responsable des bâtiments. C'était Bernard Thivan, le maire. Moi, simplement dire qu'un CPE, ben, on peut le faire sur quelques communes qu'il soit, puisque moi, je suis maire d'une commune de 2200 habitants, donc on va dire une petite commune. Et nous avons malgré tout réussi à faire un contrat de performance énergétique sur un bâtiment de 500 mètres carrés avec des objectifs très précis, en l'occurrence une école d'environ 600 mètres carrés. Et l'objectif, c'était des économies d'énergie, bien entendu, puis améliorer le confort. Et on allait un petit peu dans l'inconnu quand on a monté ce CPE. L'objectif, c'était de 35% d'économie d'énergie. Et croyez-moi, messieurs, dames, si vous avez envisagé d'en faire un, soyez plus ambitieux, puisque toute énergie confondue, on arrive à un résultat de 53% d'économie d'énergie en ayant travaillé essentiellement sur les menuiseries, le chauffage et les éclairages. Et très honnêtement, on est très, très satisfait, puisque si on s'en réfère aux valeurs de l'époque, je dirais, les coûts
des énergies, eh ben, on a à peu près une économie de 6 000 € par an sur des énergies, sur une structure, vous voyez, de 600 mètres carrés. Donc, c'est très, très important et nous sommes très, très satisfaits. Le fait d'avoir travaillé avec le ciel, c'était très important. Ils ont été là, franchement, ils nous ont vraiment soutenus. Et avoir qu'un référent au niveau du groupement, c'était très important aussi, hein, c'était Hervé Thermique, donc en l'occurrence. Et on continue puisqu'on a un contrat de maintenance sur 8 ans. Très honnêtement, on est très satisfait. On s'était posé beaucoup de questions, mais voilà, j'en dirai pas plus, hein. Il faut pas hésiter parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'économies à faire, que ce soit en euros ou en énergie. Donc, pour compléter ce que vient de dire Monsieur Martin, donc nous sommes AMO. Aujourd'hui, nous avons réalisé 5 CPE sur l'ensemble du département de la Loire. Et la volonté sur ce projet-là était justement d'aller sur une commune, on va dire, plus rurale, comme vous le dites, avec une réhabilitation d'une école. On s'est posé la question à un moment donné, qu'est-ce qu'il valait mieux faire? Est-ce qu'il valait mieux partir sur un contrat de performance énergétique où on travaille sur ce qu'on appelle un projet en loi MOP traditionnel? On regarde après on mesure les réductions de consommation. Donc là, voilà, l'idée quand même initiale, c'était vraiment d'adapter ce contrat de performance énergétique voilà, à une petite commune. Deuxième enjeu, deuxième objectif, c'était vraiment de laisser la porte ouverte aux artisans locaux et de se positionner sur ce nouveau typologie de marché. Donc, sur ce projet-là, il y avait 3 entreprises locales, régionales, même du département de la Loire, qui ont répondu à l'appel à candidature. Sur l'aspect plus technique, sur le descriptif, donc le projet concernait la rénovation de l'école, rénovation des menuiseries dans la globalité, remplacement des systèmes de chauffage, donc à la fois la production avec une chaudière gaz, tout ce qui est panoplie hydraulique, la ventilation avec une centrale de traitement d'air qui va dans le sens de la qualité d'air intérieur, plus rénovation de l'éclairage intérieur, donc via de l'éclairage LED. Donc les différentes étapes clés de ce CPE, comme tout CPE, on part sur la base d'un diagnostic, c'est-à-dire on fait un état des lieux du bâtiment pour voir quelles actions peuvent être amenées, à la fois sur le bâti, mais également sur les systèmes. Derrière, nous faisons une création d'un cahier des charges avec différents lots. Donc là, nous sommes dans un CPE type REM. Donc il n'y a pas la conception. La conception a été faite par nos soins dans notre mission d'AMO et c'était plus un REM, donc réalisation, exploitation, maintenance. Donc troisième phase, phase de dialogue compétitif avec les candidats. Il y a eu 2 tours de dialogue compétitif qui nous a permis d'échanger sur la globalité du projet. Évidemment, l'analyse des offres et lors du rendu de l'offre finale, puis le suivi de chantier pendant la période estivale où l'école était bien évidemment non occupée. Et actuellement, nous sommes en période d'exploitation, donc depuis septembre 2016, où nous faisons un suivi de performance annuel. Les grandes lignes, les quelques chiffres donc du CPE. Donc le titulaire du marché, c'est l'entreprise Hervé Thermique, plus des sous-traitants, donc le menuisier, plus un sous-traitant sur la ventilation. Montant des travaux, on est sur 310 000 € hors taxe. La durée du CPE, 8 ans. Et pour un montant annuel P2 plus P3, on a voulu conserver le P3 également sur ce projet, malgré la grosse rénovation des systèmes. Nous sommes sur un montant annuel d'un peu plus de 4 400 €. Donc, nous avons établi la situation de référence. Généralement, on prend sur les 3 dernières années du bâtiment. L'objectif avec l'entreprise qui a été retenue, donc avec Hervé Thermique, nous a proposé une économie de moins 35% sur les énergies en énergie finale. Et aujourd'hui, nous sommes, comme je vous le disais, sur
sur une situation d'exploitation avec des résultats qui apparaissent ci-après. Donc, une consommation de référence, donc 175 MWh. Donc, nous comptons à la fois l'électricité, mais également le gaz sur la partie compteur général. L'objectif, comme je vous le disais en amont, moins 35%. On voit clairement sur les chiffres qui apparaissent, donc au niveau de l'objectif, une consommation à peu plus de 110 MWh. Et aujourd'hui, sur les trois années d'exploitation, on est sur de la surperformance, puisque avec des gains qui sont supérieurs à 50%, 50% la première année, et sur les 2 dernières, on était à un peu plus de 55% d'économie. On voit que ça nous fait, sur une énergie finale à peu près, on est en dessous de 80 MWh. Donc, on a divisé de plus que 2 la consommation énergétique du site. Et puis, on vous a mis une dernière slide avec les photos de la réalisation, à la fois en partant de haut à gauche, le remplacement des éclairages par des éclairages LED, le remplacement évidemment des huisseries avant, après, sur l'ensemble du site, et également la partie système avec une ancienne chaudière basse température remplacée par une chaudière condensation avec une panoplie hydraulique, une centrale de traitement. Voilà pour la présentation globale du CPE de Pouilly-les-Nonains. Donc, n'hésitez pas pour les questions. On essaiera de vous répondre avec Monsieur Martin. Eh bien, merci pour cette présentation et ce témoignage. Et justement, une petite question de Madame Demaret. Quel est le montant de la maîtrise d'œuvre? Donc, il n'y a pas eu de montant de maîtrise d'œuvre, puisque c'était nous dans le syndicat propose aux collectivités une mission d'accompagnement type CEP, conseiller en énergie partagée. Donc, il n'y a pas eu de maîtrise d'œuvre. La conception a été faite dans le cadre de nos missions d'AMO, où on a juste rédigé un cahier des charges sur la partie CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation, avec un lot unique pour les systèmes, plus un lot architectural où on a un architecte en interne qui a fait l'accompagnement avec des extraits de plans et pareil, un petit cahier des charges très succinct avec les performances thermiques minimales. Donc, on est parti sur la base des C2E, mais comme on était en CPE, c'est la procédure du dialogue compétitif, on était ouvert également aux propositions d'entreprise. Mais voilà, il n'y a pas eu de frais de maîtrise d'œuvre sur ce projet-là. Elle fut malgré tout bien présente. Tout à fait. Merci beaucoup. Et du coup, j'en profite pour ceux qui nous ont rejoints en cours de webconférence. N'hésitez pas à poser vos questions et à rebondir sur le module de discussion que vous avez sur la droite. Et donc, Madame Desmarais a une autre question pour vous. Donc, dans ce cas-là, quel a été le coût de l'AMO? Alors, pour être clair, il y a pas, je n'ai pas le montant exact, mais pour nous, ce projet était plus même si ce n'est pas une expérimentation au premier terme du sens, mais voilà, il n'y avait pas la volonté de, c'était de faire un essai, comme je l'ai écrit en haut de la diapo, sur un CPE light, sur un petit CPE. Donc, nous, on a voulu faire l'essai avec Pouilly sur ce type de projet, d'engager un CPE et de voir un petit peu le résultat après. Et le but, c'est de vouloir le déployer aujourd'hui. Donc, il n'y a pas eu de, on n'a pas fait de convention spécifique par rapport au temps réalisé. C'est clair qu'on a passé beaucoup de temps, mais voilà, comme je vous dis, c'était à la fois, on va dire, une expérimentation en interne de développer ce type de projet. Après, si on veut être puriste, l'émission d'AMO sur ce genre, AMO énergétique sur un CPE, c'est variable en fonction du temps passé des missions. Mais ouais, je ne sais pas, c'est entre 3 et 5% maximum du montant des travaux. On a peut-être eu la chance de passer les premiers, c'est clair, mais bon, ouais, c'est vrai que sincèrement, on a fait une très belle opération, nous, grâce au ciel et justement à toute cette maîtrise qui n'a pas été, en fin de compte, comptabilisée en temps horaire, quoi. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous remercie, mais je vois qu'une question va très probablement bientôt apparaître. Donc, je vous propose de patienter quelques instants et peut-être d'arrêter votre partage d'écran pour laisser la main aux prochaines interventions.
Alors, du coup, pendant ce temps-là, moi, je vous partage la question de Noé Delard-Gillière. Quelles autres actions pourront être réalisées pour atteindre l'objectif des moins 60% du décret tertiaire? Bon, globalement, aujourd'hui, on voit qu'après 3 années d'exploitation, on est à moins 55%. Donc, on n'est pas loin de la cible des moins 60. Après, il faut, je pense, un peu de sensibilisation complémentaire, vraiment sur la conduite de l'exploitant également, vraiment optimiser peut-être la loi d'eau, les courbes de chauffe pour vraiment obtenir les 2-3% qui manquent, sachant qu'également, on peut agir sur vraiment la période peut-être d'inoccupation. Voilà, après, ça serait des actions majeures. Je ne connais pas la partie isolation des murs, isolation des combles ou sous-rampants, mais ça pourrait être des actions supplémentaires pour vraiment là, être sûr d'atteindre les moins 60%. Si je peux me permettre, il est clair qu'on n'a fait aucune intervention sur les isolations des murs, aucune isolation sous les toitures, parce que c'est très très difficile d'accès. Et c'est vrai qu'en se donnant un petit peu de bonne volonté, on y arriverait très très facilement, parce que moi au début j'étais même surpris qu'on ne travaille pas sur ce domaine-là, mais c'est vrai que les 60% en travaillant l'isolation, peut-être une isolation par l'extérieur, plus sous la toiture, et les 60%, à mon avis, sont très très facilement réalisables, très très facilement. Surtout sur des bâtiments des années 80 en plus. D'accord. Alors, pensez juste à rallumer vos caméras quand vous répondez. En tout cas, merci pour votre réponse. Et donc, moi, je continue de vous partager le retour des uns et des autres. Donc, notamment, on a Madame Bess, Sylvie, qui nous dit « J'ai une opération similaire et j'en suis à avoir fait l'audit énergétique. Donc, comment lancer un CPE ?» Si je peux me permettre, je vais prendre la parole. Déjà, pour lancer un CPE, il faut voir si en interne, vous avez les connaissances techniques, juridiques du montage d'un CPE. Après, idéalement, il faut se faire accompagner d'un AMO. Donc là, nous, dans le cadre des collectivités de la Loire, nous, syndicats d'énergie, nous proposons cet accompagnement. Ce n'est pas le cas de partout. Donc après, il faut voir suivant la région et les organismes, on va dire, d'AMO qui existent en local. Si je peux me permettre, il faut une grande volonté du représentant du ciel de la commune. Enfin, c'est ce qui s'était passé, nous, avec Michel Nelly. Voilà, et donc après c'est toute histoire d'affinité et de volonté. Et ça se passe tout seul. En fin de compte, ça se fait tout seul. Il suffit de discuter, d'échanger. Enfin, nous, en l'occurrence, le partenaire, c'était le ciel. Et ça s'est fait tout naturellement et très, très sereinement. Merci beaucoup. Alors, autre question donc, de Monsieur Anthony Bontemps. Alors, si je comprends bien, l'entreprise s'engage sur un volume d'économie d'énergie? Oui, tout à fait. Allez-y. Non, en fin de compte, c'est simple. Au début, on avait mis une règle du jeu, on ne savait pas trop, donc on avait mis un objectif sur le CPE. Une fois encore, je vous le dis, hein, on s'est posé beaucoup de questions, on trouvait que 35%, c'était beaucoup, mais on était très modeste. On aurait dû demander 50 parce qu'en fin de compte, c'est facilement réalisable avec des entreprises performantes, avec des réflexions intéressantes. Honnêtement, vous avez vu, on est à 50%. Je vais vous dire tout naturellement, à notre grand bonheur, hein, sincèrement, faut pas hésiter. Après, sur le montage d'un CPE, et je parle propre à Pouilly, mais propre aux autres CPE, on part c'est ouvert, on n'impose pas l'économie d'énergie, on part sur 20% minimum lors du montage de l'appel à candidature, et c'est après que l'entreprise propose des actions. Évidemment, dans le cas de Pouilly, elles étaient orientées puisque la conception a été faite de notre côté. Donc, l'entreprise, lors de son rendu de l'offre finale, s'engage sur une réduction d'économie d'énergie, évidemment avec un tunnel d'incertitude, généralement au global de 3%, donc plus ou moins 1,5% par rapport à la cible, à la valeur qui est annoncée. Mais en effet, c'est l'entreprise qui donne son engagement de performance énergétique en fonction de ses travaux et de son exploitation.
Si je peux me permettre, l'entreprise a tout intérêt à bien travailler parce que nous, on avait un objectif de 35% et comme l'entreprise, le résultat est hyper performant, nous redonnons une somme qui est à peu près d'une hauteur de 1 300 € je crois par an parce que pour une surréalisation, un surobjectif obtenu, donc en fin de compte, l'entreprise a intérêt à toujours aller chercher la performance parce qu'il y a un retour en fin de compte. C'est là où je dis on a été trop modeste parce que chaque année, on redonne à Hervé Thermique, je crois, la valeur de 1 300 €, mais qu'on gagne largement depuis le début, quoi, en fin de compte. Donc voilà, il y a un challenge perpétuel, en fin de compte, ce qui était très intéressant. Ouais, c'est le principe du bonus-malus. Donc là, dans le cas du bonus, il y a une répartition qui est partagée entre 50-50, entre 50% pour la collectivité et 50% pour l'entreprise. Mais on aurait été dans le cadre d'un malus, c'était 100% pour l'entreprise. Donc, voilà. Il y a une prise de risque et un engagement de l'entreprise aussi, il faut le savoir. Donc là, évidemment, lors de l'analyse des offres, l'entreprise est jugée par rapport à l'objectif qu'elle annonce, mais c'est un réel engagement. Ça, c'est clair et net. Merci. Alors moi, j'enchaîne avec la question de monsieur ou madame Bouillet. Quel est le temps de retour sur investissement ? Ah ben ça, il faudra le calculer. Mais quand on voit au bas mot 6 000 € par an avec du matériel neuf sur un bâtiment qui avait 40 ans, il est bien évident que si on n'avait rien fait, on serait déjà beaucoup plus dans les réparations, dans les soucis, et puis on consommerait beaucoup plus. Et puis bon, l'esprit aussi de faire ces économies d'énergie autres. Je parle bien entendu en euros, mais aussi en vraies économies d'énergie. Je pense que c'est hyper intéressant. Et puis, n'oublions pas qu'on a donné un réel confort, tout à la fois pour les élèves, les enseignants, le personnel qui intervient pour le ménage. Sincèrement, alors, c'est toujours difficile de dire combien de temps on va mettre pour amortir tout ça, mais est-ce que c'est la vraie question, quoi ? Oui, surtout si on travaille sur l'enveloppe, autant sur les systèmes, sur une chaudière, une télégestion, sur un éclairage LED, on a des frais de maintenance, on peut faire un TRI, mais pour ce qui me concerne, du moment qu'on travaille sur l'enveloppe, sur des remplacements d'industrie, donc avec des montants d'investissement qui sont relativement importants, parce qu'après on parle plusieurs dizaines de milliers d'euros, quoi. Quand on parle de 300 000 € global, c'est une grosse partie. Donc là, on ne peut pas travailler en TRI. Comme vous dites, après, on améliore le confort des usagers. Et puis, on savait que ces travaux-là, il fallait les faire. Donc, il fallait passer, ouais. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il me restait encore une question, effectivement, de Madame Bess, Sylvie. Quel gain d'un CPE par rapport à la même opération classique ? Au niveau de la commune, c'est le confort d'avoir un groupement d'artisans. L'inconvénient peut-être, c'est qu'on ne peut pas les choisir parce que dans le groupement, quand il y a un groupement qui se fait pour un CPE, on a, mettons, 4 artisans, on n'a pas le choix de les interchanger. Après, on est parti sur la confiance, on n'a pas été déçus, très sincèrement. Mais c'est vrai que quand il y a une consultation, chaque groupement, c'est une entité. En fin de compte, il y a un menuisier, un électricien, un chauffagiste et on ne peut pas justement changer. Le CPE, tel qu'il a été conçu chez nous, il fallait accepter le groupement d'entreprise. Ouais, et puis, il y a le lien exploitation-travaux. Toujours pareil, là, l'entreprise, elle s'engage sur une longue durée. Bon, là, c'est 8 ans, c'est une petite durée par rapport à un CPE, parce qu'on peut être sur 10, 12, 14 ans. Mais elle s'engage sur 8 ans. Donc, elle a tout intérêt à vérifier que les travaux qui soient faits soient bien exécutés dans les règles de l'art, et même au-delà, parce que le but, c'est la moindre petite faille où il y a une économie à aller chercher. L'exploitant va sensibiliser, et généralement c'est le mandataire en plus du groupement, va sensibiliser ses collègues, ses co-traitants pour une qualité de mise en œuvre, on va dire, améliorée par rapport à si on avait pris 3 entreprises lambda, on les avait mises ensemble sur le chantier, et puis on aurait réceptionné, et puis voilà, quoi. Là, il y a vraiment la volonté sur la durée globale du contrat, d'aller toucher la moindre économie d'énergie. Après, on a une entreprise référente sur le CPE, nous, c'est Hervé Thermique, en l'occurrence. Donc, on passe toujours par Hervé Thermique qui missionne les artisans, par exemple l'électricien, pour venir faire des réparations. Merci beaucoup.
Alors, nouvelle question qui m'est parvenue de Anthony Bontemps. Quel intérêt d'un CPE par rapport à un projet de rénovation thermique traditionnelle via architecte? Bah nous, c'est la maîtrise d'œuvre, hein. C'est vrai qu'on n'a pas payé la maîtrise d'ouvrage, elle nous est pas revenue très cher en l'occurrence, hein, puisque notamment la maîtrise d'œuvre, puisqu'on a avec le ciel et ben, et on vous l'a dit, hein, donc ça nous a pas coûté une fortune, loin de là. Après, bien entendu qu'on peut partir avec un architecte, bon, c'est une volonté. Nous, on a travaillé sur notre salle des fêtes dernièrement, on est parti avec un architecte, avec des économies, d'énergie très, très importantes aussi. Heu, Toutes les solutions sont bonnes à exploiter. Oui. Je vous rejoins effectivement sur ce point de vue. Alors, pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. En tout cas, merci à tous les participants pour ces nombreuses questions qui, une nouvelle fois, rendent enrichissante aussi et dynamique cette webconférence. Donc, n'hésitez pas à continuer. En attendant, moi, je vous propose de poursuivre les interventions avec un nouveau retour d'expérience. Donc, voilà, donc je vous laisse prendre la main. Bonjour à tous et à toutes. Leslie Difossé, je travaille au Muséum national d'histoire naturelle en tant qu'économe de flux, et je vais vous présenter la mise en œuvre de l'InTracting au muséum. Donc déjà, je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas, est-ce que tout va bien? Ok. Voilà. Du coup, je commence par un petit rappel sur le dispositif d'InTracting. Comment ça fonctionne? C'est un dispositif, un montage financier qui est la contraction d'Internal Contracting. Et le principe, c'est la sanctuarisation des économies d'énergie qui ont été réalisées et qui vont être réinvesties par la suite pour réaliser de nouvelles actions d'économie d'énergie et ainsi créer un cercle vertueux au niveau de la diminution des consommations d'énergie. Quelques chiffres au sujet du muséum pour situer un petit peu notre contexte patrimonial. On exploite à peu près 180 000 m² de bâtiments sur 13 sites en France. On a des usages qui sont très variés, qui vont de l'enseignement, de la recherche également et de l'accueil du public, comme peut-être vous connaissez le muséum au Jardin des Plantes avec par exemple la Grande Galerie de l'Évolution. Et au niveau de notre facture énergétique, on est à peu près sur une somme de 3,5 millions d'euros par an. Un rapide historique de la démarche au muséum, surtout sur les dernières étapes. Il y a une étude qui a été réalisée en 2017 pour la formalisation d'un schéma directeur énergie qui se basait sur les audits énergétiques qui ont été réalisés depuis 2010 et qui a permis d'aboutir finalement à une signature d'une convention d'InTracting avec la Banque des Territoires, donc qui était Caisse des dépôts à l'époque, qui a été validée par le conseil d'administration du muséum. Sur la convention d'InTracting, elle prévoit, c'est une convention qui dure 10 ans et qui prévoit 2 millions d'euros d'investissement de travaux pour un objectif de réduction d'environ 10% des consommations énergétiques du muséum. Donc voilà, quelques éléments sur la manière dont on a mis en œuvre au muséum et dont on s'organise pour gérer la convention d'InTracting. Donc il y a une personne qui pilote le projet d'InTracting, donc l'économe de flux, c'est moi. Je suis rattachée à la direction du patrimoine immobilier de l'établissement. Et donc je travaille spécifiquement sur tout ce qui a trait à l'énergie. J'insiste là-dessus parce que c'est important d'avoir une personne référente sur le projet, sur ce type de projet. Ça peut être des problématiques assez spécifiques et je suis souvent en interaction avec pas mal de personnes, comme sur tous les projets qu'on peut avoir dans le bâtiment, que ce soit sur le volet technique avec des chefs de projet, des entreprises de travaux, le volet financier pour le suivi de la convention d'InTracting avec la direction des affaires financières au niveau du budget, des reports, des économies sur les nouvelles lignes d'investissement, avec la conseillère développement durable du muséum également, plutôt sur les questions de sensibilisation, de bilan de la démarche globale du développement durable de l'établissement, et enfin avec la Banque des Territoires pour le suivi de la convention. Au niveau de la réalisation des travaux, donc sur la convention InTracting, on a un plan d'action qui comporte une centaine d'actions réparties sur 10 ans. C'est beaucoup de petits travaux puisque le montage financier fait qu'on va valoriser des travaux qui ont des temps de retour sur investissement très courts,
donc inférieur à 10 ans, et donc on est principalement sur des actions de maintenance, de remplacement d'équipements, etc. Très peu d'actions qui touchent à l'enveloppe. Donc au niveau de la planification, un planning initial avait été mis en place au moment de la signature à travers l'étude du schéma directeur énergie, et il est mis à jour régulièrement. Donc ça fait à peu près, par exemple, une trentaine d'actions à mener par année, qui vont de remplacement d'une pompe à mise en place de thermostatiques ou calorifuges de chauffage, pour exemple. Donc en fonction des travaux qu'on va faire, on utilise des supports contractuels qui sont assez variés. Ça peut être des travaux qui sont réalisés à travers nos contrats d'exploitation et de maintenance CVC, par exemple. Ça peut être aussi l'utilisation de nos marchés de fourniture. Je pense notamment à l'éclairage pour lequel on a des équipes de maintenance en interne qui vont réaliser la pose des équipements, ou alors parfois l'intégration des actions dans des projets en fonction des projets de rénovation un peu plus généraux, en fonction du programme et du planning justement de ces projets de rénovation. Et parfois, par opportunité, on peut insérer quelques actions et ajouter des actions d'économie d'énergie supplémentaires. Voilà, donc en fonction des situations, ça peut être travailler avec des entreprises, les collègues de la maintenance, les collègues chefs de projet. C'est vraiment très varié et tout dépend de la situation. Ensuite, dans la démarche, il y a toute une partie sur l'évaluation des économies d'énergie dans l'InTracting, puisque tout le cœur justement du processus, c'est d'être en mesure d'évaluer l'efficacité des actions qu'on va mener. Donc, il est important pour ça de disposer d'un bon niveau de précision au niveau des suivis de consommation et des historiques. Donc, bon niveau, c'est un niveau adapté, c'est pas forcément très précis. Tout dépend du périmètre des actions. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir et mettre en place un peu à l'avance pour avoir bien notre situation de référence, consommation de référence, et ensuite pouvoir faire la différence avant, après et vérifier qu'on fait bien les économies d'énergie. Donc pour faire tout ça, j'utilise un outil de suivi des fluides. Au muséum, en ce moment, on en a deux. Il y a l'outil de suivi des fluides interministériel que vous devez, j'imagine, connaître, qui a été mis en place par la DIE depuis l'année dernière. Et on a également un OSF qui s'appelle Viselia, qu'on a depuis environ 2015. Donc on a beaucoup d'historique de données, c'est un travail qui a été commencé très tôt au muséum, et ça c'est un vrai avantage pour le suivi quotidien et du dispositif d'InTracting, puisque quasiment toutes les données nécessaires sont à disposition. Donc tous ces calculs ils sont définis au moment de dans leur méthodologie au moment de la signature de la convention dans une annexe spécifique. Et ensuite, au niveau de la traçabilité, donc les outils de suivi, sans trop de surprise, des tableaux de bord, là, c'est pas très original. Et il y a également des fiches actions qui sont faites pour chaque action de performance énergétique, afin d'assurer une certaine traçabilité, d'évaluer la différence entre ce qu'on pensait faire, que ce soit en termes budgétaires ou d'économie d'énergie réalisée, et ce qu'on a fait en réel, et qui permettent également d'archiver les actions et de mettre aussi les avantages plus qualitatifs qu'on a obtenus en faisant cette action. Typiquement les actions de confort, d'améliorer la maintenance dans les bâtiments, etc., puisque ça nous permet aussi de valoriser tout ce qui a été fait, et ce sont des travaux qui permettent d'améliorer globalement l'état de notre parc immobilier. Un petit retour maintenant sur les difficultés et les points positifs, tout ce que je rencontre un petit peu au quotidien dans la mise en œuvre de l'InTracting. Donc au niveau des difficultés, la principale, c'est le passage de l'audit à la réalisation concrète des travaux. On a des audits énergétiques qui commencent à être un petit peu anciens. Souvent, dans la mise en place des tableaux d'action, on va avoir une ligne de remplacement d'éclairage, par exemple, parfois pas très claire, parfois sur un périmètre qui n'est pas précisé. Ça arrive que les actions aient déjà été faites entre deux, puisque nos bâtiments, mine de rien, évoluent depuis le temps. Et parfois, on a des contraintes d'exploitation qui font qu'on ne peut pas faire les travaux comme on souhaitait, les coûts ont été sous-évalués, ou alors ça nécessite aussi parfois des travaux embarqués qui n'ont pas du tout été prévus. Donc là, on est toujours confronté à la vie réelle et pour mettre en place des actions comme, justement, pas comme c'était prévu, mais réussir à faire des travaux malgré tout. Ensuite, au niveau ça c'est assez spécifique au muséum, on a un parc qui est assez éclaté, quelques gros bâtiments, mais aussi beaucoup de petits bâtiments.
Donc, dans les actions qui ont été retenues, on a beaucoup de changer une pompe sur ce bâtiment, faire un calorifugage sur quelques mètres linéaires ici, et puis changer des thermostatiques sur un troisième bâtiment. C'est quelque chose qui est un peu compliqué à gérer parfois parce que du coup, on n'a pas, déjà, on a des situations similaires sur plusieurs bâtiments, donc on aimerait bien faire les travaux sur tous les bâtiments en même temps, puisque faire plein de fois la même petite action, ça demande plus de travail que de faire en une fois quelque chose d'un peu plus grand en volume. Donc il y a tout un travail de mise en place de mutualisation des actions sur plusieurs bâtiments, et ça fait partie des axes de progression dans notre plan d'action. Au niveau des points positifs et de ce qui marche bien, c'est l'historique des données et des consommations qu'on a depuis 2015, ce qui me permet, dès que j'ai besoin d'avoir des données de consommation pour évaluer l'efficacité des actions, etc., quasiment tout est à disposition. C'est quelque chose qui est indispensable de s'assurer quand on rentre dans ce type de démarche d'in-tracting, d'avoir une référence initiale. C'est ce qui vraiment nous permet de ensuite valoriser les économies qui ont été faites, puis les reporter sur les lignes budgétaires. Au niveau du programme d'action, il est assez adaptable. On s'était gardé une petite enveloppe au niveau de l'élaboration, notamment sur le comptage et sur les actions sur les réseaux de chauffage qui sont assez vétustes pour une partie chez nous, qui nous permettent un petit peu d'adapter quand on en a besoin, de rajouter des actions, etc. et une certaine souplesse. Et donc cette souplesse, elle est aussi permise par le montage qui a été fait avec la Banque des Territoires. Et j'en viens au point positif suivant, de la structuration de la démarche à travers ce partenariat. Donc c'est très intéressant, c'est ce qui a permis au muséum de mettre le pied à l'étrier sur toutes les questions de rénovation énergétique et de s'engager sur le long terme, surtout d'impliquer la direction et donc le suivi avec la Banque des Territoires à travers les comités de pilotage du dispositif in-tracting. Ça permet de faire régulièrement un bilan, d'impliquer tout le monde et d'avoir effectivement un suivi et de savoir bien où on en est régulièrement. Et enfin, ça fonctionne. Les économies, quand on fait les travaux, la plupart du temps, elles sont là. Parfois, c'est un peu plus, parfois, c'est un petit peu moins que ce qui était prévu. Mais globalement, on est plutôt positif, malgré le retard qu'on a accumulé un petit peu sur les travaux. Il y a eu, par exemple, le dernier comité de pilotage, 36 000 € d'économies qui ont été validés sur la base des actions qui ont été réalisées. Voilà, en conclusion, ce dispositif d'in-tracting, pour nous, ça a été vraiment, disons, le premier pas pas le premier pas, puisqu'on a eu tout un passif derrière au niveau de la signature des chartes plans de bâtiments durables, etc. On s'était bien engagé dans la démarche, mais c'est vraiment ce qui a permis de mettre le pied à l'étrier sur les travaux et sur l'engagement aussi du muséum sur plusieurs années pour que ce soit un dispositif qui soit assez pérenne avec l'implication de la direction. C'est un dispositif qui demande un bon suivi assez régulier pour l'évaluation des actions, suivi des consommations, etc. Et enfin, comme c'est un dispositif qui sélectionne des actions qui ont un temps de retour sur investissement très faible, il tend à valoriser principalement des petites actions de maintenance, des petits travaux où on va travailler principalement sur les équipements et pas sur l'enveloppe des bâtiments. Donc, ça ne permet pas tout seul d'atteindre les objectifs de la loi Elan qui sont clairement au-dessus de ce qu'on vise, nous, en tout cas, dans notre démarche d'in-tracting. Mais il est assez complémentaire d'une stratégie un petit peu plus générale de rénovation du parc immobilier. Et c'est aussi ce qui a permis de monter en compétence pour l'établissement sur les questions énergétiques. Et voilà, donc on est en train de mettre en place une stratégie pour les années futures. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Madame Desfossés, pour votre témoignage. Du coup, j'ai reçu des petites questions, donc je vais vous les partager. Par contre, voilà, si d'autres, encore une fois, ont des éléments à partager, n'hésitez pas à rallumer le micro et la caméra et également à faire part de vos retours. Donc, je commence avec Anthony Bontemps qui vous dit « Est-ce que la convention avec la Banque des Territoires inclut un financement du poste d'économe de flux ?» Pas dans notre cas, je ne sais pas comment ça peut être réalisé. Nous, c'était vraiment sur l'investissement sur les programmes d'action d'économie d'énergie. Et c'est le muséum qui a pris en charge le poste d'économe de flux, qui est indispensable. Ça fait partie des engagements de l'établissement dans le cadre de la convention.
Parfait. Question de Madame Desmarais. Les actions en régie ou réalisées par des entreprises extérieures sont-elles prises en compte? Je ne comprends pas bien la question. On fait des actions avec les entreprises extérieures. On fait des actions en régie, donc avec nos propres moyens, et toutes les actions qui sont prévues au programme d'Intracting sont prises en compte. Après, ça nous arrive parfois d'ajouter d'ailleurs des actions qui sont faites par ailleurs pour valoriser toutes les économies d'énergie qui ont été faites. D'accord. Alors, autre question, quel est l'outil interministériel que vous utilisez? Est-ce que vous pourriez repréciser le nom de cet outil? Alors, il s'agit de l'OSFI, l'outil de suivi des fluides interministériel. Ça, c'est le nom qui a été donné au projet. L'outil en lui-même, c'est DeepKey. Qui est très connu d'ailleurs. Oui, dans le milieu des OSF. Ouais. Je vous invite plutôt à vous rapprocher de vos contacts à la direction de l'immobilier de l'État ou à la région. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne pour vous. On passe les commandes via un support contractuel à l'UGAP, donc peut-être aussi vous pouvez aller voir directement, entrer en contact avec eux via vos contacts UGAP. Parfait. Alors, elle avait aussi une autre question. Est-ce que les actions de sensibilisation sont également intégrées? Alors, les actions de sensibilisation ne sont pas intégrées au programme de travaux. C'est cependant quelque chose sur lequel on travaille, notamment avec la conseillère développement durable. Après, elles ne font pas du tout l'objet d'une évaluation parce que c'est très complexe à voir. On a participé au concours CUB 2020 il y a quelques années. Ça a donné des résultats un petit peu mitigés, mais bon, globalement, ça a été une bonne expérience. Mais on n'est pas trop en mesure actuellement de dire si ça a vraiment marché ou pas. C'était plus vraiment des actions de sensibilisation. Mais elles font bien partie de la démarche générale du muséum et du schéma directeur énergie. D'accord. Question de Madame Rousserie. Est-ce que vous pourriez redonner les chiffres clés de votre convention? Alors, c'est une convention sur 10 ans. Il y a en tout 2 millions d'euros de travaux qui ont été prévus. Le cofinancement, c'est moitié-moitié entre le muséum et la Banque des Territoires. Et le but d'économie d'énergie, c'est d'environ 10% des économies d'énergie et 8% de la facture énergétique. Merci. Alors, question de Madame Bess-Sylvie. Est-ce qu'il y a une taille minimale de l'opération? Pas vraiment pour nous. Vraiment, on est reparti de la liste d'actions qui a été donnée dans les audits énergétiques. Donc, comme dit, ça peut être mettre un minuteur sur une VMC, comme mettre parfois changer tous les ouvrants ou faire l'isolation sur un bâtiment, sachant qu'on est plutôt dans le cas de petites actions, dans notre cas, et éventuellement mutualisables à plusieurs bâtiments. Parfait. Alors, question de Marion Bidard, donc, qui reprend un petit peu la question précédente. L'outil de tableau de bord a-t-il été créé en interne ou est-ce que c'est un logiciel professionnel? Au niveau du suivi, actuellement, les outils qui sont utilisés, c'est des outils qui ont été créés en interne. Et alors, du coup, je vais continuer avec cette question du suivi, avec une nouvelle question de Madame Desmarais dans le suivi des consommations. Difficulté aussi de quantifier concrètement l'impact des actions mises en œuvre, car plusieurs paramètres peuvent jouer. Comment procéder via les outils de suivi? En général, donc, ça dépend un petit peu des situations. Effectivement, on n'a pas tout le temps la maîtrise complète pour savoir exactement si 100% des économies qui ont été constatées sont dues à ça ou est-ce que notre exploitant a en même temps ajusté la courbe de chauffe, etc. On essaye d'avoir le plus d'informations possible et après de rapporter les économies à chaque poste et de la même manière de les répartir si jamais on a fait plusieurs actions la même année sur un même bâtiment. Mais parfois, on est aussi un peu soumis aux aléas. Donc, typiquement, cette année, ça va être un petit peu compliqué d'estimer des économies, vu qu'il y a eu beaucoup de périodes où les locaux n'étaient pas occupés comme d'habitude. Et ça, on n'a pas trop la main dessus.
Ça peut être un petit peu plus cadré si y a la mise en place d'une démarche de type IPMEP qui est faite. C'est pas ce qu'on fait au muséum actuellement, mais ça peut être une piste pour avoir quelque chose d'un peu plus cadré au niveau de l'évaluation des économies. Parfait. Alors, autre question de Madame Desmarais. Donc, l'économe de flux dans une collectivité de 15 000 habitants, donc ce qui est son cas, hein, elle rencontre des difficultés avec le service comptabilité quant à l'intégration des économies générées dans le budget annuel. Comment est-ce qu'on peut convaincre? Est-ce que vous auriez des petits conseils pour elle? Alors, en fait, nous, il y a eu toute la démarche au niveau de l'étude du schéma directeur énergie du muséum. Ça a été conçu dès le départ pour impliquer les différentes directions qui étaient concernées donc dans le suivi de l'étude et de la mise en place, et notamment la direction générale et la direction des affaires financières. Donc tout le travail d'argumentation avait été fait donc, par l'application dans l'étude, montrer vraiment l'intérêt de faire de telles économies, aussi que le dispositif financièrement, comme il y avait tout un tas de simulations qui avaient été faites, il tient la route. Voilà. Après, les arguments habituels sont que on fait des économies sur la facture énergétique, qu'il y a une amélioration du confort, etc. Voilà. Parfait. Alors, question de Sophie Brasseur cette fois-ci. Quelle est la prise en charge de la Caisse des dépôts? Est-ce un apport sous forme de prêt? La Caisse des dépôts intervient, un apport pas vraiment sous forme de prêt, c'est une avance remboursable. Donc, on perçoit l'avance et après, il y a un échéancier de remboursement qui est fait. Et donc, l'objectif dans cette convention de tracking, c'est d'être en mesure de rembourser les échéances grâce aux économies d'énergie. Je me permettais de compléter. Oui, allez-y, Sébastien. Merci. Donc l'idée en fait c'est d'apporter 50% du besoin à financer. Donc la Banque des Territoires, sous la forme d'une avance remboursable, va amener 50% du besoin qui va correspondre au total des actions à financer. On passe là un nouveau cap. Demain, on sera capable d'apporter jusqu'à 100% du besoin à financer. C'est-à-dire que on a fait avec le Muséum d'histoire naturelle, avec d'autres universités, avec des collectivités. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Ce test-là, cette première initiative, on ne savait pas effectivement au début si on allait avoir toutes ces économies. On ne savait pas si le succès allait forcément être au rendez-vous. Le fait est qu'effectivement, il y est, les économies sont là. Alors, pas toujours on les attend, c'est vrai, mais globalement, ils sont là. Et donc, nous, on considère qu'à partir du moment où on est sur un dispositif qui fonctionne, qui réussit, on prend le risque de pouvoir apporter plus qu'uniquement les 50%. Et donc, dans le link tracking, je dirais, revisité tel qu'on va le mettre en place dans le cadre du plan de relance, on pourra apporter jusqu'à 100% du besoin de financement du bouquet des actions d'efficacité énergétique prévues dans le projet tracking des collectivités ou même des universités. Merci Sébastien pour ce complément. Alors, nouvelle question de Madame Rousserie. Où en êtes-vous depuis la signature? Donc, nombre d'actions, quelles sont les économies engendrées, donc que ce soit en kilowattheures mais aussi en euros. Donc voilà, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur vos résultats? Tout à fait. Alors après, j'ai plus l'ensemble des chiffres en tête. Si vous voulez des chiffres un peu plus précis, je vous invite à m'envoyer un message et je pourrais vous donner un petit peu plus de détails peut-être par message une fois que j'aurai cherché les informations. Donc ça fait à peu près 2 ans qu'on a commencé notre programme de travaux. Il y a environ une vingtaine, trentaine d'actions qui ont été réalisées. On est en train de faire le bilan là pour le 3e comité de pilotage qui permettra normalement de valider les économies des actions qui ont été réalisées en 2019. Donc, comme vous voyez, c'est un peu décalé du fait de la situation sanitaire notamment. Voilà, donc actuellement, on a 36 000 € d'économies qui sont validées et reportées chaque année sur la ligne d'action. Je ne saurais pas exactement vous dire à quoi ça correspond en termes de volume de kilowattheures. Voilà.
Merci beaucoup pour ces éléments de réponse et effectivement, n'hésitez pas à nous transmettre par email des données complémentaires que moi, je pourrais tout à fait transmettre à nos participants. Donc, à l'heure actuelle, il me semble ne pas avoir d'autres questions, donc je vous propose de poursuivre avec les interventions prochaines. Donc, ça doit être Monsieur Lachaud et Monsieur Truchy. Et puis, de toute façon, on reste là pour les prochaines questions-réponses. Donc, nous marquerons bien évidemment un autre temps de pause juste après cette nouvelle intervention. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai dû partager mon écran. Est-ce que vous le voyez bon. bien? Enfin, non, je ne sais pas encore. C'est bon? Oui. Donc, voilà, super. Je commence l'introduction et puis on nous en prévu que François Lachaud, donc pour la ville d'Annecy, interviendra pour donner la position du maître d'ouvrage sur cette opération que je vais vous présenter, qui est une opération de rénovation d'un groupe scolaire à Annecy qui s'appelle le groupe scolaire du CEP, qui comporte une école maternelle en simple rez-de-chaussée, une école élémentaire que vous voyez là à l'image, une petite école élémentaire. C'est un bâtiment qui a été entièrement rénové. Bon, je vais vous présenter déjà dans un premier temps, alors oralement, vous me direz si l'écran est arrivé chez vous. Donc l'ASP Lozé, c'est une société publique locale qui travaille sur l'efficacité énergétique des bâtiments publics pour un certain nombre d'actionnaires, la région qui est l'actionnaire principal, actionnaire majoritaire, et 21 communes aujourd'hui, dont la ville d'Annecy, et puis un syndicat d'énergie, le Ciel, dont on a parlé tout à l'heure, puisque c'est le Ciel qui était présent sur l'intervention à Pouilly-les-Nonains. Et donc une évolution aussi sur le nombre d'actionnaires, puisqu'en 2021, nous devrions voir arriver 2 grands nouveaux actionnaires, on va dire, avec le Grand Lyon, la métropole du Grand Lyon, et la ville de Lyon, une autre commune aussi dans l'Ain, Thoiry. Donc petit à petit, une ESPL qui prend un peu plus d'ampleur au niveau du nombre de clients, puisque potentiellement chaque actionnaire constitue un client pour la SPL Lozé sur les actions de rénovation des bâtiments publics. Donc l'objectif, c'est plutôt d'aller vers des opérations de rénovation ambitieuses avec le but d'essayer d'atteindre le niveau BBC rénovation. Donc par rapport aux premières présentations qu'on a pu voir, c'est peut-être essayer systématiquement d'aller plus loin sur le niveau de performance énergétique à atteindre, avec une réduction très significative des consommations d'énergie, mais également des émissions de gaz à effet de serre. Et également essayer de développer les énergies renouvelables. Et jusqu'à présent, la SPL Lozé a travaillé exclusivement sur des montages avec des MGP, des marchés publics globaux de performance, ou contrats de performance énergétique, dont on a parlé précédemment avec le Ciel. Et puis, bien sûr, permettre de développer une activité économique sur le territoire, puisque c'est des travaux conséquents qui font intervenir des architectes, dans notre cas, des bureaux d'études, mais également des entreprises qui vont réaliser les travaux, avec un nombre d'entreprises assez important, puisqu'on intervient sur tout le bâti, et puis bien sûr une entreprise qui va assurer l'exploitation-maintenance. Donc la différence par rapport à la première présentation qu'on a vue pour le Ciel et Pouilly-les-Nonains, c'est que là on est sur l'équivalent des CREM et non pas des REM, qu'on appelle aujourd'hui maintenant, depuis 2016 environ, des marchés globaux de performance. Voilà, donc avec un grand intérêt sur ces marchés-là, c'est que la performance, enfin l'objectif est fixé, avec une possibilité effectivement d'avoir des gains supérieurs à l'objectif fixé, et dans ce cas-là, comme pour le Ciel, un partage des gains entre la collectivité et le titulaire du marché, et à contrario, si la performance n'est pas atteinte, une pénalisation du titulaire du marché. Donc c'est un des intérêts importants. Ça donne aussi de la longueur à ces marchés, puisqu'on est plutôt sur des marchés de 8 à 10 ans, donc avec toutes les actions qu'il est nécessaire de mettre en œuvre, à la fois la conception, mais aussi lors de la réalisation des travaux, pour atteindre cette performance. Je passe à un état des lieux initial d'un bâtiment qui a été construit dans les années 70.
qui comportait des menuiseries simple vitrage d'origine. Donc là, c'est pour nous quasiment un cas idéal lorsqu'on a un bâtiment qui est dans cet état. Des murs qui étaient peu ou pas isolés, des bétons apparents en façade qui étaient des bétons qui commençaient à se dégrader, une toiture terrasse qui nécessitait d'être des travaux. Donc de toute façon, une école sur laquelle il était nécessaire de faire des travaux importants, quoi qu'il en soit. Bon, quelques particularités, pas d'échangeur entre le primaire et le secondaire. On est raccordé sur cette école au réseau de chauffage local. Des fuites sur le réseau de distribution de chauffage, donc c'est pas très courant, mais donc sur cette opération, on a refait tout le réseau de chauffage. Et puis, on avait uniquement de la ventilation simple flux sur les sanitaires, un éclairage très ancien. Voilà pour les principaux éléments. Une facture d'énergie, électricité plus réseau de chaleur d'environ 30 000 € TTC par an. Une particularité avec sur le bâtiment en R+2, une zone de bureau à restructurer puisque le dernier niveau était utilisé par un pôle social qui a donc déménagé avant nos travaux, ce qui a permis de redonner son usage d'origine à l'école puisqu'on y a réimplanté plusieurs salles de classe. Particularité, cette école comportait énormément d'éléments amiantés, que ce soit sur les cols, les faïences, y compris des matériaux isolants qui se trouvaient derrière les radiateurs, enfin, toutes sortes d'endroits où on trouvait de l'amiante, un peu plus que la moyenne des bâtiments que nous avons pu traiter. Du coup, c'est un bâtiment sur lequel on a pris certaines dispositions particulières pour aller assez loin sur le désamiantage. La ville d'Annecy nous ayant demandé de désamianter totalement ce bâtiment. Un petit topo sur le déroulement de l'opération. Donc, la SPLOZ a fait l'audit technique énergétique en 2016. Bon, il s'est passé un petit temps après d'échanges pour qu'en 2017, le programme de l'opération puisse être préparé et que l'opération soit lancée en mandat de maîtrise d'ouvrage qui a été confié à la SPLOZ avec une signature en fin d'année. Puis en 2018, on a lancé l'avis d'appel à concurrence, donc sur une procédure qui était un MAPA, mais très inspirée de ce qu'on a réalisé sur les premières années d'activité, c'est-à-dire un dialogue compétitif. L'objectif, c'est d'avoir une procédure la plus simple possible, c'est-à-dire que lorsque le bâtiment est simple, lorsqu'il n'y a pas de gros sujets de réorganisation de locaux, réorganisation fonctionnelle, on va dire, lorsqu'on est purement sur de l'efficacité énergétique et de la rénovation globale, on peut faire assez couramment le principe d'un MAPA avec une séance de dialogue et puis la remise d'une offre finale et ensuite une décision après analyse des offres. Donc là, février 2018, lancement de l'avis d'appel à concurrence, commission d'appel d'offres en juillet, puis notification du marché en octobre, et cette notification qui lance les études de conception. Ensuite, en 2019, bon, bien sûr, sur un projet de cet ordre-là, il était nécessaire qu'il y ait un permis de construire, enfin une demande de permis de construire. Et la particularité, c'est que sur cette opération, on a souhaité, du fait des travaux de désamiantage, on a proposé à la ville d'installer des bâtiments modulaires qui ont été installés dans le cadre d'un autre marché, séparé de celui du marché global de performance. De même qu'on a lancé des travaux de désamiantage en commençant par l'école élémentaire, dans un lot spécifique avec un maître d'œuvre. Donc, on a sorti toute une partie bâtiments modulaires et désamiantage du marché global de performance. Ensuite, la réception des travaux a eu lieu en septembre, avec sur certaines façades certaines parties des façades de la maternelle, des travaux qui se termineront en décembre 2020 pour des raisons de délai supplémentaires nécessaires pour la livraison des matériaux. C'est un peu l'impact de la crise sanitaire. Ensuite, en 2021, on sera dans une année de garantie de performance et de suivi de la performance avec l'appui de la SPLOZ qui continuera à accompagner la ville jusqu'en 2026, fin du marché global de performance. Le programme de l'opération, c'est de réduire les consommations d'énergie finale, tous usages confondus, vraiment tous usages confondus, y compris la partie restauration de cette petite école, puisqu'il y a un petit restaurant scolaire, l'atteinte du niveau BBC rénovation,
la rénovation complète de l'ensemble de l'enveloppe thermique du bâtiment et des systèmes, chauffage, ventilation. Alors, bien sûr, on reste en chauffage urbain. Cette opération a permis d'installer une ventilation double flux pour toutes les salles de classe, refaire tout l'éclairage, on a mis en œuvre sur cette opération une installation photovoltaïque. Et puis, donc, comme je l'ai évoqué, restructurer le deuxième étage pour le retransformer en salle de classe, traiter quelques sujets d'accessibilité. Bon, un ascenseur existait sur cette école, mais enfin, il a été nécessaire de l'adapter un peu. Quelques travaux de sécurité, enfin, alors je dis quelques travaux de sécurité incendie, c'est souvent le cas sur les écoles. On se retrouve dans la majorité des cas avec des écoles qui ne sont pas conformes sur les parois entre circulation et salle de classe. Donc, celle-ci n'a pas échappé à la règle, elle n'était pas conforme, et donc le souhait, compte tenu de l'ampleur de l'opération, était de, bien sûr, mettre en sécurité totalement cette partie-là. Bon, des travaux d'embellissement intérieur, peinture, parfois des sols. Le désamiantage, je l'ai évoqué. Voilà. Et bien sûr, on est sur un marché d'une certaine durée. Dans le cas présent, 8 années. On est plutôt habitué à des durées de cet ordre-là, 8 ans ou 10 ans, pour l'ensemble de la conception, de la réalisation des travaux et de l'exploitation-maintenance. Un volet important également, c'est la sensibilisation des usagers, que ce soit dans les phases de préparation de chantier pour expliquer le phasage des travaux, pendant les travaux, mais également ensuite pour expliquer aux professeurs, aux élèves, pourquoi on a réalisé cette opération, qu'est-ce qu'elle engendre comme gain sur le plan énergétique. Donc, avec souvent des actions qui sont assez intéressantes, avec des acteurs qui sont au sein du marché global de performance, c'est-à-dire il y a une société qui est chargée de cette sensibilisation et qui va perdurer pendant toute la durée du marché. Nous, au niveau de la SPLOSE, on accompagne la ville d'Annecy sur tout ce processus dans le cadre d'un mandat de maîtrise d'ouvrage qui a été lancé donc, sur la base du programme qui était mis au point. Voilà, donc cette diapo vous redonne un petit peu le timing, enfin le déroulement de l'opération. On voit que bien sûr les travaux comportent une partie importante. Quelques images aussi pour évoquer le changement architectural. Alors, c'est peut-être peu lisible sur ces photos, mais un bâtiment quand même très ancien, très dégradé, qui a énormément changé. Donc ça, ce sont des vues d'architecte pour les deux images du haut, avec un jeu de couleurs qui était assez intéressant. Et puis surtout sur la maternelle, j'insiste sur une chose, c'est que l'architecte avait proposé de changer l'allure des façades en créant des ouvertures plutôt verticales avec des allèges basses qui permettent aux enfants de maternelle d'avoir des vues sur l'extérieur, alors qu'avant, il y avait des allèges plutôt classiques. Et donc, une adaptation du bâtiment aussi à l'usage par cette transformation des façades et des hauteurs de menuiserie. Donc, vous avez là aussi le nom des équipes, de l'équipe qui est intervenue sur ce marché global de performance. Une entreprise qui est Cuina Construction qui est habituée à faire ce genre d'opérations en conception-réalisation et y compris avec l'engagement de performance, un cabinet d'architectes, Sorel Architecte qui est basé à Annecy, et puis un bureau d'études et un exploitant mainteneur, Eolia, qui est une entreprise qui a fait aussi la partie travaux de chauffage, de plomberie sanitaire, etc. Globalement, sur ces marchés, on essaye d'inciter les titulaires des marchés à avoir un taux de petites et moyennes entreprises assez élevé. Donc là, on est à plus de 50% du marché qui aura été exécuté par des PME, au bout du compte. Autre élément, dans le déroulement de l'opération, le désamiantage et donc l'installation de bâtiments modulaires, je l'ai évoqué. L'intérêt que ça a eu sur cette opération, c'était vraiment de libérer toute la partie élémentaire. Donc, ça a permis de déplacer une partie des élèves dans ces bâtiments modulaires de février 2019 à février 2020. Enfin, ça, c'est la période large d'utilisation, enfin de maintien sur site de ces bâtiments. L'objectif, ça a été quand même de limiter les déménagements, de maintenir aussi le fonctionnement du restaurant scolaire
Et finalement, les élèves de maternelle ont, eux, déménagé dans une partie de l'élémentaire, et ce qui a été une bonne chose, puisque avec le dernier niveau qui a été créé, remis en fonction usage scolaire, on a pu loger les élèves de la maternelle, qui est une petite maternelle, dans le bâtiment rénové, et du coup retirer les bâtiments modulaires même plus tôt qu'on l'avait envisagé au tout départ. Sur les questions de coûts, donc c'est une opération vraiment importante, hein, ça fait partie des opérations les plus riches, on va dire, sur le périmètre des travaux engagés, parmi toutes celles on va dire les 25 opérations que nous avons pu réaliser là, ces dernières années. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais oui, la SPL OSE a à peu près 7 ans d'activité, donc on a livré à peu près 25 bâtiments. Donc vous voyez qu'il y a un coût assez élevé. Ces montants sont des coûts de travaux hors taxes. 1,8 868 000 sur les travaux d'efficacité énergétique. Les travaux d'alimentage, c'est plus de 300 000 euros quand même. L'installation des bâtiments modulaires, c'est-à-dire tout ce qui touche aux travaux de fondation, de réseau, de location de ces bâtiments modulaires, et puis retrait, remise en état, c'est près de 300 000, 292 000 euros. Et puis, on a aussi les travaux de rénovation intérieure qui sont aux alentours de 288 000 euros, donc des montants relativement élevés. Travaux de sécurité incendie, etc. Donc, voilà, donc une opération importante qui a obtenu des subventions de l'État au travers de la DSIL, environ 200 000 euros, et une subvention du SIAN, le syndicat d'énergie de Haute-Savoie, de 90 000 euros. Et puis, on a aussi sur cette opération, comme sur toutes les opérations que nous réalisons, des certificats d'économie d'énergie, qui sont significatifs, notamment grâce au bonus de 100% sur les CPE, les contrats de performance énergétique. Sur d'autres opérations, on a pu avoir aussi des subventions FEDER, des fonds européens. Bon, là, on était sur cette opération-ci sur une phase où les fonds étaient entièrement consommés, mais la ville d'Annecy a eu sur un précédent groupe scolaire des fonds assez conséquents de l'ordre de 400 000 euros sur une école. Voilà, quelques images à la fois du chantier et puis un aperçu de la toiture de l'élémentaire avec ses panneaux solaires, panneaux photovoltaïques. Une autre image du chantier et puis la période où les actions de sensibilisation ont été tournées vers les enfants de cette école avec des petites visites de chantier en respectant bien sûr toutes les consignes de sécurité, en expliquant les matériaux. Et là, c'est l'architecte qui expliquait aussi les choses à ses enfants sur le plan des métiers, des matériaux, etc. Donc, c'est des actions qui sont intéressantes, que ce soit sur les écoles ou sur les lycées. Ça permet de sensibiliser les élèves jeunes ou moins jeunes au métier du bâtiment, aux actions sur la performance énergétique, aux actions sur l'environnement. Ça nous semble être quelque chose d'important. Voilà, à ce stade-là, je vais passer, si possible, la parole à François Lachaud pour la ville d'Annecy. Et je passe la diapo qui donne le point de vue du maître d'ouvrage. Et je pourrais reprendre la parole, si on a encore le temps, pour présenter 2 autres opérations, mais très brièvement, qui ont été réalisées également à Annecy. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous me recevez, mais j'ai un problème de réseau depuis le début de la conférence et donc je vous ai rejoint sur mon téléphone portable. Alors, il n'y a pas de souci. Ça marche très bien, on vous voit, on vous entend. Bon, formidable. Donc, dans le prolongement de ce que vient de présenter M. Truchy, les quelques points intéressants pour le maître d'ouvrage que j'ai souhaité relever, en vous confirmant que l'opération qu'on vient de vous présenter, le CEP, est la 3e opération qu'on a déroulée. Hein, il y en avait déjà 2 précédemment. Et une autre qui est en cours, qui a démarré au mois de juillet en phase travaux, qui est la rénovation d'école de Côte-Fa. Donc, fort de ces 4 opérations, les points qu'on peut relever et les avantages côté maîtrise d'ouvrage, c'est déjà qu'on peut coécrire le programme. Donc, il y a vraiment une grande souplesse par rapport à cette phase-là. Monsieur Truchy vous l'a dit, dans le cas du CEP, on a aussi souhaité mettre des bâtiments modulaires, on a aussi souhaité traiter l'amiante en amont. Donc, vraiment, le dispositif permet de faire vraiment du cas par cas et de coécrire le programme.
Le deuxième point que je souhaitais relever, c'est que la ville conserve, enfin la collectivité, ville ou autre, conserve la totalité des décisions, et notamment toutes les attributions de marché se font via la CAO de la collectivité, que ce soit le marché global de performance, mais aussi tous les marchés annexes de CSPS, de contrôle technique. Enfin voilà, la ville garde la main sur toutes les décisions. Ce sont aussi une opération qui allège un petit peu l'intervention et le travail des services, que ce soit les services techniques, puisqu'on est quand même moins présent que s'il fallait suivre une opération, un chantier qui se déroulerait en phase un peu classique, type LOAMOP ou autre. Idem pour nos collègues du service administratif ou financier, puisque tout le travail est déjà bien préparé en amont par les personnels de la SPLOZ. La SPLOZ, ce sont des experts en matière d'efficience énergétique, puisque les ingénieurs qui entourent M. Truchy sont tous des ingénieurs thermiciens. Et j'ai envie de dire que dès la première visite, quand on fait la visite de l'équipement, voilà, ils ont déjà des solutions en tête, ils savent déjà où les efforts vont devoir porter. Donc c'est un point fort, à mon avis, de ce côté-là. Et puis la souplesse de la SPL, puisqu'effectivement, ils s'adaptent, y compris par rapport à la charge de travail, puisque nos élus en ce moment sont en train de rédiger leur projet de mandat. Et je pense que dès le début 2021, on sera à nouveau amené à solliciter la SPL pour de nouvelles opérations à dérouler dans la suite du mandat. Sur le marché global de performance, il y a un intérêt certain dans la passation et la procédure, c'est-à-dire qu'il y a notamment, une fois l'offre initiale remise par les différents candidats, il y a des entretiens et des dialogues qui peuvent s'instaurer et qui permettent, si nécessaire, de rectifier un petit peu le tir, que ce soit sur les volets financiers, que ce soit sur les travaux qui sont présentés. Voilà, si les messages sont bien entendus de la part des groupements, on arrive au final à avoir des offres qui sont vraiment adaptées et qui répondent bien aux besoins. Le gros avantage, et ça avait été un peu évoqué sur la première présentation qui a été faite là, via le ciel, c'est que contrairement à une opération qu'on pourrait dérouler en loi MOP, il y a cet engagement de performance énergétique dès le départ par le groupement, ce qu'on aurait à mon avis du mal à atteindre avec une procédure classique, puisque même si le bureau d'études fluides et l'équipe de maîtrise d'œuvre préconisent des travaux qui sont censés vous amener à un résultat, vous n'avez pas cet engagement de performance énergétique aussi marqué que dans le marché de performance globale de performance. Et puis enfin, sur le pilotage du chantier, et là je parle à travers les 3 expériences qui sont au jour d'aujourd'hui livrées, même si le CEP est vraiment en train de se terminer, systématiquement on a déroulé des opérations en site occupé, et donc on observe quand même que le respect du planning est là, on n'a quasiment pas dévié, et les dates qui avaient été annoncées au départ ont été tenues. Alors notamment grâce au recours dans le groupement d'une entreprise générale qui a plus à même de mettre les moyens nécessaires pour tenir le planning si jamais il y a éventuellement un petit dérapage. Mais globalement, par rapport à une opération encore classique, on voit que les délais sont quand même mieux tenus via ce dispositif. Voilà, je suis à votre disposition s'il y a d'autres questions qui se font jour. Merci bien. Si vous me permettez juste un petit mot sur... alors, je passe un peu vite sur cette diapo pour vous parler du groupe scolaire Les Romains et d'un bâtiment de bureau, la mairie de Crangevrier. Alors, groupe scolaire Les Romains, pourquoi j'en parle? C'est que c'est une opération qui a été réceptionnée en juillet 2018. Donc, parmi les premières que nous avions réceptionnées via ce montage en crème ou en marché global de performance. Et donc, ce qu'on peut dire, vous avez un petit diagramme là qui vous représente les consommations d'énergie de cette école, qui est une grosse école, plus de l'ordre de 6 000 m², une maternelle, une élémentaire et un gymnase. Et après une année 2019, qui était donc la première année complète après travaux, le résultat des économies d'énergie réalisées est de 56%. Donc, comme évoqué d'ailleurs par le ciel et puis Léonin tout à l'heure, un objectif qui est supérieur, enfin un résultat qui est supérieur à l'objectif, qui permet de donner de l'intéressement aux titulaires du marché et puis le reste à la ville. Et à partir de 2020, l'objectif sera de 52%. On a une croissance comme ça dans l'objectif entre la première année et les années suivantes. Et on voit bien sur ce diagramme que la petite zone en jaune, là c'est l'année des travaux, et dès cette année des travaux-là, on avait une forte baisse des consommations d'énergie. Voilà, je ne vais pas insister tellement plus. Une autre diapo pour vous présenter le bâtiment de bureau de la mairie de Crangevrier. Projet lancé par la ville de Crangevrier avant la fusion des 6 communes
sur le bassin annécien. Et donc, c'est un bâtiment qui est toujours utilisé dans les mêmes fonctions. On y fait toujours des mariages. Voilà, donc, bâtiment de bureau qui a un tout petit peu changé dans son usage avec quelques agents en plus par rapport à ce qui était imaginé au départ. Mais juste pour dire que c'est une vraie transformation d'un bâtiment. Là, on s'approche vraiment d'une restructuration. Sur un bâtiment qui était plutôt quand même de l'ordre de la passoire thermique, si on peut utiliser ce terme-là, puisque construit en début des années 60, il était vraiment très peu isolé et dégradé sur tout ce qui touche à ses façades, notamment. Et donc là, c'était une opération dans laquelle on a restructuré en bougeant les services, l'état civil, qui est notamment le service dans une mairie qui reçoit le plus de public, a été descendu d'un étage au rez-de-chaussée. Il y a une vraie entrée qui a été créée. On a traité la sécurité incendie, l'accessibilité. Donc voilà, une opération importante. Et pour dire que ça marche, puisque là, l'objectif d'économie d'énergie de 70% est atteint. Et puis, on a aussi réduit de 90% les émissions de gaz à effet de serre. C'est un projet sur lequel on est avec 2 chaudières bois, sans secours gaz, donc c'est 100% bois. C'est un bâtiment qui comporte aussi une installation photovoltaïque en toiture. Voilà, donc sur laquelle on poursuit les efforts pour donner satisfaction sur le plan du confort et de la performance énergétique. Je ne dis pas que c'est toujours facile, hein, notamment sur le plan du confort, puisqu'il faut aussi accepter un changement dans les pratiques et on essaye de faire en sorte que le niveau de performance et de température soit atteint dans tous ces bureaux, ce qui n'a pas toujours été le cas au démarrage. Voilà, donc on reste actif avec le titulaire du marché pour que tout ça fonctionne pendant encore plusieurs années. Et puis une dernière diapo pour montrer une autre façade avec, à l'époque d'ailleurs, une façade qui comportait des filets parce que certains éléments étaient vraiment dégradés. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation et je suis à votre écoute pour les éventuelles questions. Eh bien, merci à vous tous pour vos présentations et témoignages de cette matinée. Donc, effectivement, je vais vous partager les dernières questions de nos participants. À commencer par une question de monsieur ou madame Bernardi. Quelle surface est installée pour le lot photovoltaïque ? Sur le groupe scolaire du CEP, la surface, c'est 73 mètres carrés. Théoriquement, c'est à peu près ce qu'on a installé. En général, c'est une surface, on fixe un objectif sur la production photovoltaïque et après, c'est au titulaire de définir quelle surface il installe. Bon, c'est une petite installation, souvent sur les écoles, ou ça pourrait être le cas sur les collèges, puisque je sais à quoi pense monsieur Bernardi. L'installation photovoltaïque, elle va permettre d'atteindre le niveau BBC. C'est le petit plus qui permet d'atteindre le niveau BBC. Donc voilà, là c'est une petite installation on aura pu faire un tout petit peu plus, mais après c'est une question budgétaire aussi, un choix à faire au niveau de la collectivité. Parfait. Alors, avant de vous communiquer l'autre question de monsieur Bernardi, est-ce que vous pourriez juste arrêter votre partage d'écran, s'il vous plaît ? Ah, pardon. Voilà. Et alors, donc, sa deuxième question, c'était est-ce que les C2E générés sont valorisés par la SPL ? Alors, ils ne sont pas directement valorisés par la SPL, puisque la ville d'Annecy a signé une convention avec le CIAN. C'est le CIAN, le syndicat local, qui les valorise. Nous, ce qu'on produit, c'est tous les justificatifs, action par action, vérifiant l'atteinte de la performance par rapport à la fiche donnée de l'action, je pense par exemple aux menuiseries ou autres. Et donc ensuite, une fois qu'on en a fourni ça au syndicat d'énergie, c'est lui qui valorise pour le compte de la ville. Parfait. Alors, moi, je continue avec cette fois-ci la question d'Anthony Bontemps. Donc, vous avez mentionné un bonus 100% des C2E en cas de contrat de performance énergétique. Est-ce que c'est bien cela ? Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire que c'est allé crescendo et au départ, je crois que pendant un temps, il me semble que c'était 50% et c'est passé à 100%. C'est-à-dire que les C2E qui peuvent être valorisés sur une opération classique sont multipliés par 2 si la même opération est réalisée avec un contrat de performance énergétique. L'ordre de grandeur sur les C2E sur une école comme le groupe scolaire du CEP, c'est
Je n'ai pas le chiffre très précis, mais c'est à peu près 100 000 euros. Merci. Donc, question cette fois-ci de monsieur ou madame Tarki. Est-ce que c'est l'entreprise qui fournit les moyens d'évaluation de l'atteinte de l'objectif de performance énergétique, donc par exemple X système de comptage, ou bien vous disposiez déjà de votre outil logiciel de suivi? Alors, sur l'objectif de performance énergétique, on confie au titulaire du marché le rôle de nous proposer les méthodes de calcul, ce qui est analysé dès le stade des offres, hein, de l'analyse des offres, au stade des auditions également, en amont. Et donc, en général, on cherche à aller sur des systèmes les plus simples possibles. On peut s'inspirer du protocole IPMVP, mais c'est quelque chose qui reste simple. Et donc, nous, en interne, on a une ingénieure qui fait que du suivi de performance énergétique. Une fois les bâtiments livrés, son rôle, c'est à la fois suivre la performance et suivre la phase exploitation-maintenance. Vous savez que dans ces phases-là, on peut avoir une pompe dans une chaufferie qui lâche, une pompe à changer, des choses comme ça. Donc, tout ce genre d'action est suivi par une ingénieure chez nous qui permet finalement d'avoir un interlocuteur pour la collectivité tout au long de la vie du marché global de performance. D'accord. Question de monsieur Michelin Jean-Marc. Quelle différence entre le CREM et le marché global de performance? Aucune sur le contenu. C'est vraiment un changement dans le code de la commande publique. CREM, ça voulait dire conception, réalisation, exploitation, maintenance. Moi, j'aimais bien cet acronyme qui était très parlant. Marché public global de performance, ça a été introduit par le code de la commande publique en 2016, si je me souviens bien. Et donc, on peut d'ailleurs faire un marché public global de performance économique aussi. Bon, nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est les marchés publics globaux de performance énergétique. Mais vous voyez que ces marchés-là traitent aussi largement d'autres sujets. Ce que je peux préciser quand même, c'est que le groupe scolaire du CEP que j'ai présenté là va très large sur la nature des travaux qui sont réalisés. Parfois, on est sur des opérations, on est plus focalisé sur uniquement la performance énergétique. Eh bien, merci beaucoup. Donc, pour le moment, je n'ai pas d'autres questions de la part de nos participants. Encore une fois, si vous avez encore des questions en suspens, n'hésitez pas à nous les partager. C'est le moment, puisque vous l'aurez compris, hein, cette webconférence va bientôt toucher à sa fin. En attendant, je vais me tourner une dernière fois vers nos intervenants. Est-ce que vous souhaiteriez dire un petit mot de conclusion? Et là, je m'adresse tout particulièrement à Sébastien, puisque comme on l'a dit en introduction, cette 4e webconférence clôture en fait le cycle que nous vous avons dispensé sur toute l'année 2020. Oui, merci Alicia. Oui. C'était effectivement très intéressant. On a vu là pendant les 2 heures qui nous ont réunis, presque 2 heures, 3 maîtres d'ouvrage quand même assez différents, avec 3 projets d'ampleur, de complexité assez différentes également. Voilà, c'est toute cette richesse là qu'on souhaitait vous montrer. Et néanmoins, dans ces 3 projets, il y a beaucoup de points en commun à souligner. Tout d'abord, globalement, même si tout n'a pas toujours été facile, plutôt une satisfaction des maîtres d'ouvrage. Je pense que c'est important de souligner que globalement, quand on s'engage dans ce type d'opération, on est plutôt satisfait et que les prochaines seront encore plus belles. Ensuite, que cette complexité, parce que ce soit une petite école ou un groupe scolaire beaucoup plus important, il y a toujours de la complexité, et bien qu'elle a été gérée. En fonction notamment du choix des marchés, en fonction de l'organisation qui s'est faite, donc ce qui est aussi un critère important. Et puis, enfin, que chacun de ces expériences, en réalité, sont des partenariats. Un partenariat entre Pouilly-les-Nonains et le ciel, un partenariat entre le Muséum d'histoire naturelle et la Banque des territoires, un partenariat enfin entre Annecy et la SPL OSE. Et je pense que c'est important aussi de retenir que justement, face à cette complexité, c'est important d'essayer justement de partir dans cette logique de partenariat. Voilà, ces dispositifs territoriaux, régionaux ou départementaux sont effectivement là pour les accompagner, il ne faut pas les oublier.
Donc la conclusion, moi je dirais, quels que soient les moyens économiques ou humains dont vous disposez, vous êtes en capacité d'agir sur votre patrimoine. Voilà, pour peu qu'il y ait cette mobilisation et cette volonté d'agir, alors on ne fera pas toujours que des rénovations BBC sur l'ensemble du patrimoine, ça c'est pas vrai, mais aux différentes échelles qu'on peut vous proposer, sur de l'in-tracting, sur une rénovation partielle, sur un contrat de performance énergétique, sur certains de vos bâtiments, voilà, vous pouvez agir. Je pense que c'est aussi ça qui est à retenir au-delà des points plus techniques qui ont été soulignés aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Sébastien pour ces quelques mots de conclusion. Je m'adresse donc encore une fois vers tous nos intervenants. Est-ce qu'à votre tour, vous souhaiteriez peut-être adresser un dernier conseil par rapport à votre propre expérience aux participants qui nous suivent et qui, eux aussi, souhaitent se lancer dans ce même type d'opération ? Oui, pour ma part, donc Philippe Truchy, pour la SPLOZ, le conseil que je peux donner, c'est finalement de bien maîtriser pour les collectivités qui veulent se lancer sur ce type de marché la situation de référence, c'est-à-dire l'état du bâtiment à l'origine, ne pas hésiter à faire des études en amont sur, y compris des diagnostics assez poussés, que ce soit énergétique, mais que ce soit sur la connaissance du bâti. Puisqu'en fait, ces marchés, en une seule procédure de passation d'un marché, on va directement à un marché de travaux. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça constitue quand même un avantage, puisqu'au lieu d'être en loi MOP, dans 2 procédures de passation, on désigne une équipe de maîtrise d'œuvre, puis après des entreprises, généralement en lots séparés. Là, en une seule fois, on passe un marché de travaux. Il est donc important que le programme soit bien costaud et que, en gros, ce qu'on appelle la situation de référence sur le plan énergétique, mais aussi l'état du bâti soit bien connu. Et donc, il est important de faire le nécessaire pour faire tous les diagnostics, y compris sur l'amiante, le plomb, etc. Voilà, conseil de notre expérience, et je pense que ça aide bien pour ne pas avoir trop de surprises après en phase conception-réalisation. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Truchy. Est-ce que d'autres souhaitent prendre la parole ? Non ? Ok, pas de problème. Du coup, moi, je vous partage une nouvelle question de Sophie Brasseur. Et à mon avis, ça va être pour vous, Sébastien. Par rapport à l'in-tracting, faut-il un minimum de bâtiments à engager ? Oui, c'est vrai que alors si on veut faire de l'in-tracting en étant soutenu par la Banque des Territoires, parce que l'in-tracting n'est pas un dispositif qui nous appartient spécialement, donc vous pourrez effectivement tout à fait le faire sans nous. Mais nous, effectivement, ce qu'on a demandé, c'est de réunir un certain nombre de bâtiments de manière à avoir au moins de l'ordre d'1 million d'euros de bouquet de travaux à financer. Alors ça peut paraître une somme importante. C'est pour ça qu'on travaille aussi sur ce qu'on appelle du l'in-tracting mutualisé. Et dans ces cas-là, on vous invite, communes, à vous réunir entre vous, notamment à l'échelle de l'EPCI, et avec une communauté de communes, une communauté d'agglomération, un syndicat d'énergie, pour faire une opération d'in-tracting mutualisée. Et dans ces cas-là, ce sera l'ensemble des actions de performance énergétique de chacune des communes ensemble qui devra atteindre ce million. Donc ça s'atteindra beaucoup plus facilement. Et qui plus est, ça vous permettra aussi de mutualiser un certain nombre de choses, notamment la réalisation des audits, le suivi des travaux, le pilotage énergétique, la réception, donc toutes ces étapes un petit peu techniques et qui sont importantes. Donc on encourage pour les communes de plus petite taille de faire ce regroupement pour atteindre ce montant, et ça vous donnera aussi la possibilité de pouvoir candidater au programme acté qui permet de financer tout le volet ingénierie nécessaire à la réalisation de ces actions de performance énergétique, les audits, l'instrumentation, financer des postes d'économe de flux, on en a parlé tout à l'heure. Donc regroupez-vous si jamais vous êtes trop petit, de manière à pouvoir justement mutualiser et atteindre cette masse critique qui vous permet d'adresser les opérations. Merci beaucoup, Sébastien.
Alors, autre question donc, de Damien Balleux. Donc, c'est une question pour la SPL. Comment intégrez-vous les exigences type ABF dans une procédure MPGP? Donc, voilà, je vous laisse répondre. Bon, c'est une vraie bonne question parce que l'avis des ABF est important sur ces projets. Donc, on a pu, notamment sur le secteur de Lyon, à Grigny, on avait un projet de rénovation et d'extension d'ailleurs d'une école. Et en fait, on a associé l'ABF en lui demandant de participer aux auditions des candidats, ce qui permettait qu'il donne un avis très en amont. Donc ça, c'est un peu un cas où on est allé très loin avec l'ABF. Ça nous a bien aidé. On a d'autres cas où on peut être, par exemple, soumettre aux ABF lors des remises d'offres initiales les premières vues d'architectes pour que en général, on est sur 3 projets, pour que les 3 projets puissent être déjà analysés et qu'on ait des premiers retours. Voilà comment on a pu procéder. C'est un vrai sujet qui peut être délicat. Merci beaucoup, Monsieur Truchy. Donc voilà, donc là pour le moment, je vous reconfirme, je n'ai pas d'autres questions. Donc bien, écoutez, moi je vous propose de clôturer cette belle webconférence et puis plus largement ce cycle de webconférence qui, je le rappelle, est disponible en replay. Donc pour ceux qui auraient manqué les premières sessions, sachez que vous pouvez les retrouver sur Idealco. De la même façon que la VOD de la webconférence de ce matin ainsi que les supports de présentation de PowerPoint seront disponibles sur Idealco d'ici la fin de la semaine. Donc voilà, écoutez, pas d'autres questions, mais comme vous le savez très bien, on reste à disposition. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour m'en faire part. En attendant, ne me reste plus moi qu'à remercier une dernière fois tous nos intervenants pour leur présence ce matin, leur intervention de qualité, et puis également vous tous en tant que participants pour votre présence, mais aussi pour la richesse de ces échanges et toutes vos questions qui étaient toutes plus intéressantes les unes que les autres. Donc voilà, donc, écoutez, excellente journée à tous et puis je vous dis à très bientôt sur le réseau Énergie. Au revoir.